Imaginez un instant le murmure du vent s'engouffrant dans les voiles des galères, le cri rauque des mouettes mêlé aux appels des marchands, le tintement incessant des cloches d'église. Nous sommes en 1680. Bienvenue au visage oublié de Marseille. Comment était réellement cette cité avant les grandes transformations, avant que le temps ne vienne remodeler ses contours, ses âmes? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un passé fascinant, une époque où chaque ruelle, chaque pierre, chaque visage racontait une histoire. Oublions un instant la modernité, les automobiles et les gratte-ciel. Fermez les yeux et laissez-vous transporter. Si nous nous tenons aujourd'hui au cœur de la vibrante cité phocéenne, son histoire est bien plus profonde et mystérieuse qu'il n'y paraît. Pensez au paisible hameau de Malmousque, avec ses petites criques et ses cabanons. Un lieu qui aujourd'hui encore offre un aperçu d'une Marseille plus intime, plus brute. C'est là, dans ce contraste entre le passé et le présent, que réside toute la magie de notre voyage. Nous allons plonger dans une immersion visuelle et sonore d'une époque révolue, une Marseille authentique, vibrante, parfois rude, toujours magnifique. Au centre de cette vie frénétique s'étendait le vieux port, véritable cœur névralgique de la cité, porte d'entrée et de sortie sur le monde. Ici, la Méditerranée n'était pas seulement une mer, mais une autoroute d'échanges, de rencontres, de destins croisés. Autour de ce joyau, les remparts se dressaient fièrement, témoins silencieux d'une histoire agitée, protégeant la richesse et le foisonnement intérieur. À l'abri de ces murs, les corporations rythmaient la vie économique. Charpentiers, pêcheurs, boulangers, tisserands, chacun œuvrant au battement du cœur marseillais. Les marchés étaient des explosions de couleurs et de senteurs. Échoppes débordantes d'épices venues d'Orient, de fruits gorgés de soleil, de poissons fraîchement pêchés, un festival pour les sens où le bruit des transactions se mêlait aux rires et aux discussions animées. L'influence méditerranéenne était partout, faisant de Marseille un carrefour unique de cultures et d'échanges où se côtoyaient marchands avisés, marins courageux, artisans habiles et figures religieuses pieuses. La vie quotidienne s'écoulait au rythme des journées ensoleillées, des coutumes ancestrales et des divertissements simples. La religion était omniprésente, non seulement dans l'architecture majestueuse des églises et des couvents, mais aussi dans les mentalités, guidant les actions et les espoirs. Mais cette époque n'était pas exempte de défis, maladies dévastatrices, insécurité latente, disette menaçante. La richesse et la pauvreté coexistaient, deux faces d'une même pièce dans cette ville au rôle stratégique convoité par les puissances. La Grande Rue, artère principale, était le reflet de cette vie urbaine intense, tandis que les allées de Mélane offraient un lieu de promenade et de rencontre. L'architecture était faite de maisons étroites, de façades colorées, de balcons en fer forgé. Les odeurs de la ville mélangeaient le sel marin, les épices exotiques et le charbon de bois. Le climat méditerranéen baignait tout d'une lumière particulière, d'une chaleur estivale qui invitait à la vie. L'importance de l'eau était cruciale avec ses puits, fontaines et lavoirs. Sur le port, les galères, navires emblématiques attendaient leur prochaine mission, souvent construites dans les arsenaux bruyants. Le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas montaient la garde à l'entrée du port, tandis que le phare de Planier guidait les marins. Les îles du Frioul formaient un paysage familier pour les Marseillais. La Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, n'était pas encore le monument iconique que nous connaissons, mais déjà un lieu de culte vénéré. Les hospices accueillaient les démunis et les couvents et monastères témoignaient de la forte présence de l'Église. Chaque quartier avait son identité propre, son âme. Le parler marseillais, avec son accent chantant, était déjà reconnaissable, et la cuisine offrait des saveurs simples et méditerranéennes. Les fêtes et célébrations ponctuaient l'année de moments de joie collective, tandis que les légendes et histoires se transmettaient
de génération en génération. Le commerce des épices et celui du savon étaient des sources de richesse et les tavernes des lieux de rencontre et de partage. Les ruelles formaient des labyrinthes secrets où les fenêtres offraient des observatoires de la vie quotidienne et les portes symbolisaient l'entrée et la sortie des destins. Chaque pierre racontait une histoire et le jeu des ombres dessinait des paysages changeants. La nuit révélait une autre facette de la ville. Plongeons ensemble dans cette histoire oubliée. Ce voyage dans le temps nous mène maintenant au cœur des transformations profondes qui ont façonné Marseille, marquant la fin d'une ère d'autonomie et le début d'une intégration complexe au royaume de France. C'est l'époque de la Pax Gallica, le règne puissant de Louis XIV, dont l'ombre s'étendait sur toutes les provinces, y compris cette cité rebelle. L'intégration au royaume de France n'avait pas été sans heurts. En 1660, la révolte des Marseillais, une tentative désespérée de conserver leur liberté municipale, avait été brutalement réprimée. La prise de la ville, par Louis XIV lui-même, entrant par une brèche dans les remparts, fut le signe ostentatoire de la fin de l'autonomie marseillaise. Pour asseoir son autorité, le roi Soleil fit ériger la citadelle Saint-Nicolas, un symbole imposant de la puissance royale, veillant d'un œil sévère sur le port. Plus encore, la destruction des remparts médiévaux, loin d'être un acte de punition pure, fut aussi un geste audacieux pour permettre l'agrandissement de la ville, une nécessité économique face à une population en constante augmentation. Marseille, par son dynamisme commercial, attirait sans cesse de nouveaux habitants. Les flux migratoires étaient incessants, venant de toute la Provence, d'Italie et même d'autres régions méditerranéennes, créant une diversité ethnique fascinante. C'était un véritable creuset où résonnaient différentes langues parlées. Le français de l'administration royale, le provençal des habitants, l'italien des marchands et marins, et même l'arabe des négociants et esclaves. Le catholicisme était la religion dominante, mais des minorités, souvent tolérées par nécessité commerciale, existaient discrètement. Le rôle des consuls, ancien pouvoir municipal, fut supplanté par celui de l'intendant, représentant direct de l'administration royale, appliquant les lois et décrets du roi. La justice était rendue par des tribunaux royaux, avec leurs châtiments souvent sévères et leurs prisons. L'éducation était principalement l'affaire des écoles religieuses et des apprentissages artisanaux. La médecine reposait sur des remèdes traditionnels, bien que des hôpitaux rudimentaires existassent, luttant contre des maladies endémiques comme la peste, la variole et les fièvres. Les conditions d'hygiène étaient, selon nos standards modernes, insuffisantes, contribuant à la propagation des épidémies. La pauvreté était une réalité omniprésente, mais la charité, souvent organisée par l'Église et les confréries, tentait d'y apporter un palliatif. Une grande variété de métiers animait la ville, de la pêche, essentielle, au commerce maritime, le véritable moteur économique. Les routes commerciales de Marseille s'étendaient vers l'Orient, l'Afrique et toute l'Europe, important des épices, des soies, des cotonnades, et exportant le savon, l'huile d'olive et le vin. Les risques maritimes étaient constants, tempêtes déchaînées, menaces de pirates. Pour pallier ces dangers, les assurances maritimes commençaient à se développer, une innovation cruciale. Les banques et les changeurs jouaient un rôle vital dans le financement du commerce, gérant les monnaies diverses, livres, écus, ducats. Les mesures de poids et de volume étaient encore spécifiques à la région. Malgré l'absence de révolutions technologiques majeures, des innovations techniques modestes et des inventions amélioraient la vie quotidienne. La cartographie progressait, offrant des cartes marines plus précises, et l'astronomie était d'une aide précieuse pour la navigation. La littérature marseillaise de cette époque est peu connue, mais le théâtre, la musique populaire et religieuse,
La danse et les jeux, comme les cartes, les dés et les boules, offraient des divertissements. Les traditions locales, les fêtes patronales et les processions rythmèrent l'année, imprégnées de croyances populaires et de légendes. Des conflits sociaux couvaient sous la surface des mutations urbaines. La vision d'avenir de Marseille, désormais sous la coupe royale, était celle d'une grande ville marchande. La place de la femme était principalement au foyer, tandis que la place de l'enfant était celle d'un futur travailleur. La condition des esclaves, bien que moins visible qu'ailleurs, existait, liée au commerce. Les protestants étaient une minorité persécutée. Les juifs connaissaient une présence et une situation fluctuantes, et la communauté arménienne, ancienne, jouait un rôle dans le commerce. Enfin, le rôle des corsaires, entre piraterie et service du roi, ajoutait une touche d'aventure et de danger à cette cité portuaire fascinante, encore en pleine effervescence, bien que soumise à un pouvoir centralisateur. Poursuivons notre exploration en nous enfonçant dans le dédale du quartier du Panier, ces ruelles étroites, dévalant vers le port, imprégnées d'une ambiance populaire indémodable. Ici, les boutiques dévoilaient leurs étalages de marchandises variées, et l'on pouvait apercevoir les artisans au travail dans leurs ateliers, où résonnait le bruit des outils et flottaient les odeurs de bois et de métal. Les maisons individuelles, souvent modestes, organisaient leurs espaces de vie autour de la famille, tandis que les immeubles de quelques étages, coiffés de toits en tuiles, se serraient les uns contre les autres. Des cours intérieures, véritables poumons cachés, servaient de lieux de rencontre et de partage, loin de l'agitation de la rue. Les escaliers, souvent vertigineux et étroits, reliaient les différents niveaux de cette ville enchevêtrée. Les fontaines publiques n'étaient pas seulement des sources d'eau essentielles, mais aussi des lieux de rassemblement où les nouvelles s'échangeaient. Près d'elles, les lavoirs offraient des scènes de vie quotidienne, bruissantes de discussions et de lessives. Les boulangeries embaumaient l'air de l'odeur de pain frais dès le petit matin, annonçant le réveil de la ville. Plus loin, les boucheries exhibaient leurs animaux vivants avant la découpe de la viande, et les poissonneries résonnaient des criers, des marchands vantant les produits de la mer fraîchement pêchés. Les marchands ambulants jouaient un rôle crucial dans la vie urbaine, proposant leurs denrées à chaque coin de rue, tandis que les crieurs de rue annonçaient les nouvelles et les marchandises du jour. La ville était animée par les animaux domestiques, chiens, chats, volailles, et les animaux de bas, chevaux, ânes, mules, indispensables au transport. La gestion des ordures était rudimentaire, les hygiènes publiques précaires et les égouts, un système encore balbutiant. Les cimetières, lieux de repos éternel, rappelaient la fragilité de la vie. Les confréries religieuses continuaient de jouer un rôle social et spirituel majeur, organisant des processions imposantes, manifestations de foi qui parcouraient les rues. Les saints patrons protégeaient la ville et les métiers, et les récits de miracles et les ex-voto témoignaient de la piété populaire. Les légendes urbaines et les chansons populaires reflétaient l'esprit de l'époque, tandis que les contes étaient racontés au coin du feu. Les cafés et auberges offraient des lieux de convivialité et de partage, où l'on pouvait s'adonner aux jeux de cartes, aux jeux de dés ou aux boules, précurseurs de la pétanque. Les spectacles de rue, saltimbanques, musiciens, divertissaient la foule. Les fêtes votives, célébrations religieuses et profanes, et les carnavals, périodes de déguisement et de joie, rythmaient l'année marseillaise. Les mariages, baptêmes et enterrements marquaient les rites de passage de la vie. La vie nocturne était une autre facette de la ville, plongée dans l'obscurité, non sans danger, éclairée par quelques lumières des lanternes. Les rondes de nuit assuraient une surveillance rudimentaire. Les sirènes des marins, les chants lointains et le silence de la nuit, rompus par quelques bruits isolés,
laissait le ciel étoilé briller avec une intensité que nous connaissons rarement aujourd'hui. Puis venait la promesse de l'aube, le réveil de la ville, et le lever du soleil qui inondait de lumière le vieux port, inaugurant un nouveau jour. Ce voyage à travers le Marseille de 1680 nous rappelle la continuité de l'histoire, combien le passé influence le présent. La persistance des lieux, comme le vieux port ou le panier, témoigne d'une mémoire collective qui refuse l'oubli. La fragilité de la mémoire nous pousse à l'importance de la reconstruction de ce passé pour ne pas perdre la valeur du patrimoine que nous avons hérité. En étudiant ce passé, nous accédons à une meilleure compréhension du présent et sommes invités à une réflexion sur notre propre ville. Chaque pierre, chaque ruelle de Marseille a une histoire à raconter, un message final qui nous relie aux générations passées. Notre regard sur l'avenir doit être enraciné dans ce passé, reconnaissant la beauté du temps qui passe et les traces qu'il laisse. La force du souvenir est là pour éclairer notre chemin. C'est ainsi que s'achève ce fin du voyage, avec une nouvelle perspective sur Marseille, une ville éternelle.